لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. Ce lundi, on peut parler pour les semaines qui viennent d'un enseignement qui va s'organiser entre l'école et la maison, mais cela pourrait parfois varier quand même d'école à école. Reportage, Maxime Dumoulin. Dernière ligne droite pour ce directeur en plein préparatif. Lundi, le secondaire ne pourra accueillir en même temps que la moitié de ses élèves de la 3e à la 7e. Pour y arriver, les directions ont carte blanche. Ici, les cours seront donnés physiquement un jour sur deux. Explication. Tous les élèves de 3e et tous les élèves de 5e viendront le lundi, mercredi, vendredi de la semaine prochaine. Les 4e et les 6e viendront mardi et jeudi. Et la semaine suivante, on inverse. Parce que si on voit les élèves tous les 2 jours à l'école, on se dit qu'on a beaucoup plus de chances de les mobiliser tous et de conserver le contact. Avec cette solution, pas de raison de devoir transformer tous les horaires. En revanche, la période s'annonce difficile pour le réseau Internet de l'école, bientôt assailli de connexions. Mais cet informaticien veille au grain. C'est assez bouleversant pour l'instant, mais nous allons atteindre le régime bientôt, donc pas d'inquiétude. Autre ambiance au Collège des Aumôniers du Travail de Charleroi, en pleine effervescence. Aujourd'hui, les professeurs préparent l'arrivée des élèves. Certains retravaillent la signalétique, d'autres révisent les bases des cours à distance. Même si on avait déjà eu quelques notions auparavant, ça nous permet justement de mieux nous préparer, d'échanger aussi avec nos collègues sur des bonnes pratiques. Ces outils numériques joueront aussi un rôle crucial pour permettre 50% de cours à distance. Mais dans cette école centrée sur l'industrie et le bâtiment, apprendre derrière un écran peut sembler paradoxal. Mais du coup, moi, je change carrément. Je les fais directement aller alors en présentiel tout le temps. Dans l'atelier, les enseignants s'arrachent les cheveux, mais trouvent des solutions. Les élèves vont sur des sites qu'on leur a donnés et de ce fait-là, une fois qu'ils ont vu cette matière-là, ils vont pouvoir préparer leur travail sur les véhicules à l'atelier. Et ici aussi, on tient à ne pas garder les élèves loin de l'école pour une trop longue période. Ça va consister pour nous en tout cas de faire rentrer nos élèves 3 jours une semaine pour une classe et 2 jours la semaine d'après, ce qui va permettre ainsi à nos élèves de garder toujours un pied en présentiel ici à l'école chaque semaine et de garder les autres jours en distanciel. Si tout semble réglé comme du papier à musique, ces écoles s'attendent tout de même à des couacs. Elles auront, cela dit, tout fait pour permettre aux élèves de poursuivre leur indispensable apprentissage. Et à l'heure actuelle, des questions se posent déjà à propos du futur vaccin chez nous. Faudra-t-il le rendre obligatoire et quelle est la proportion de la population qui devra le prendre pour le rendre collectivement efficace? Le point, Éric Bévert. Le vaccin Covid sera-t-il obligatoire? Sans doute pas. Il n'y en aura pas suffisamment pour l'imposer à tout le monde et puis de nombreux politiques et scientifiques ne le souhaitent pas. Nous ne pensons pas qu'il faut rendre ce vaccin obligatoire. Il faut plutôt avoir une communication suffisamment convaincante pour que la population gagne ou regagne confiance dans les programmes de vaccination. Je pense que c'est une bien meilleure manière de procéder. Mais convaincre la population ne sera pas évident et il faudra du temps. J'ai des réticences en ce moment parce qu'on ne sait rien. Il faut attendre un peu. On n'est pas encore sûr des effets secondaires et autres. Donc vous ne prendriez pas? Non. Donc je ne me lancerai pas à l'aveugle, j'attendrai de voir si ça semble faire ses preuves et puis je serai prête à suivre. En gros, vous préférez que les autres fassent un peu le Kobe avant vous? Mais c'est un peu ça, je crois, oui. Mais en fait, combien de personnes devraient prendre ce fameux vaccin pour qu'il ait une efficacité collective? On sait bien que les vaccins, on peut les utiliser pour 2 types d'usages. On peut soit les utiliser comme pour la grippe saisonnière avec une vocation principalement protectrice pour les personnes à risque, soit, comme on le fait pour pas mal de maladies infantiles, on fait une couverture vaccinale assez large dans la population de façon à empêcher la transmission de personne à personne. Eh bien, à ce moment-là, avec autour de 60% de la population vaccinée, on peut empêcher la transmission dans une population. Certains, en tout cas, sont prêts à jouer le jeu. Dites-moi, s'il y avait le vaccin disponible aujourd'hui, est-ce que vous prendriez le vaccin à vous? Oui, oui, oui. Et il faut que tout le monde s'y mette. Hein. Naturellement, il y a des gens qui n'aiment pas les vaccins, aucun vaccin, et qui sont contre. Mais je crois qu'à notre âge, il vaut mieux le faire. Vous le prendriez, s'il était disponible aujourd'hui, vous le prendriez, vous, monsieur? Bien sûr, oui. C'est une attitude sociale de se faire vacciner pour moi. On n'en est pas encore là, vu qu'aucun vaccin n'est disponible pour l'instant, mais la question alimentera sans doute les repas de fin d'année, du moins s'ils ont lieu.
France, selon un sondage, 62% des Français ont transgressé les règles de confinement. Exemple, ils ont utilisé les attestations de déplacement pour rendre visite à des membres de leur famille ou à des amis. Adeline Percet, vous êtes avec nous en direct de Paris. Alors, le Premier ministre français, Jean Castex, a fait le point tout à l'heure. Apparemment, on ne va pas beaucoup déconfiner dans les prochains jours. Non, il n'y aura aucun relâchement et surtout pas pour la police qui va être chargée de surveiller plus les irréductibles gaulois. Il y a déjà eu 580 000 contrôles depuis le début de ce deuxième confinement, mais ce n'est pas assez, a dit le Premier ministre qui est bien conscient qu'un certain nombre de Français sont passés entre les mailles du filet. On s'inscrit aussi maintenant dans un temps long pour ce deuxième confinement puisqu'il n'y aura pas de réouverture de commerce avant le 1er décembre. Et encore à cette date-là, ce n'est pas gagné. Il faudra que beaucoup de facteurs soient réunis. Le Premier ministre aussi qui prépare les Français à un Noël très spécial. Il a expliqué que tout serait mis en œuvre pour essayer de le passer en famille, mais en revanche pas de fête et notamment pas de traditionnel réveillon avec plusieurs dizaines de personnes. Vous voyez, tout le monde s'attend ici à ce que ce confinement un petit peu desserré dure en fait plusieurs mois jusqu'à ce que les hôpitaux subissent moins de pression. Demain, vendredi, se tient un comité de concertation fédérale et Thomas Deschamps, déjà une grande tendance en ce qui concerne le confinement. On va rester, comme on dit, dans les clous. C'est à peu près sûr. Oui François, quand on entend les déclarations des uns et des autres ces derniers jours ou ces dernières heures, eh bien tout le monde semble d'accord pour dire qu'il est trop tôt pour desserrer l'étreinte. Ce comité de concertation devrait simplement faire le point sur la situation, sans plus, car après tout c'était annoncé, le 30 octobre, les mesures étaient décidées pour 1 mois et demi, donc jusqu'au 13 décembre, et ne devraient pas être réévaluées avant le 1er décembre. De plus, la rentrée arrive bientôt, lundi prochain, et il faudra attendre de voir ces effets éventuels sur les chiffres de contamination, des chiffres qui, vous venez de le dire, commencent à aller dans le bon sens, mais le nombre de décès reste très élevé. Donc à part quelques ajustements pour des fonctions très précises, eh bien il ne faut pas attendre de grandes décisions pour demain. Et puis quand on voit aussi que la ministre de l'Intérieur et le ministre de la Santé ont écrit une lettre à Saint-Nicolas pour lui accorder à lui et à lui seul la faveur de braver le couvre-feu le 6 décembre, on a bien compris que nous, il fallait que l'on reste bien sages comme des images. Chez nous donc, les chiffres de contamination reculent. La fermeture des restaurants y est peut-être pour quelque chose. En effet, une étude américaine le prouve. Les restaurants sont les premiers lieux vecteurs de contamination. L'étude porte en fait sur le comportement de 98 millions de personnes géolocalisées. Valentin Boisgelot. Des restaurants fermés depuis 3 semaines et qui sont pointés du doigt. D'après une étude américaine, ils sont la principale source de contamination, une étude dont il faudra sans doute tenir compte d'après ce chercheur belge. Aller dans des restaurants full service de manière longue et où il y a une forte densité de population expose, et donc là c'est quand même vraiment impressionnant, de 10 à 100 fois plus le public qui fréquente ces lieux que d'aller dans un magasin classique. Et pourtant, une autre étude belge cette fois affirmait il y a 1 mois que l'Horeca n'était pas un foyer important de contamination. Les conclusions d'études belges reposaient sur une déclaration des personnes ayant fréquenté les lieux de l'Horeca. Alors qu'ici, c'est une mesure, j'ai envie de dire, infaillible. C'est le fait qu'on a pu mesurer qu'ils y allaient de manière, j'ai envie de dire, plus scientifique, plus rigoureuse. Les scientifiques aux États-Unis ont en fait analysé par géolocalisation le comportement de 98 millions de citoyens américains. Et leur avertissement est clair, en cas de réouverture, mieux vaut que les restaurants n'accueillent que 20% de leur capacité maximale. 20%, ça me semble quand même un peu peu, mais c'est sûr que nous, on a tous fait des efforts, on a tous supprimé des tables. Chaque pays a fait ses mesures. Il y a des pays qui n'ont pas du tout utilisé les plexis, il y a des pays qui n'ont pas du tout utilisé les distanciations entre les tables. Donc je crois qu'il faut vraiment faire très attention et bien comparer ce qui est comparable. Pour la Fédération de l'Horeca de Bruxelles, le discours est identique. Prendre en compte cette étude, c'est comparer l'incomparable. Aux États-Unis, on rentre dans un restaurant, 30 minutes après, on a fini de manger, on paye l'addition et, excusez-moi l'expression, on se casse. Trouvez-moi des restaurants ici en Belgique ou en Europe, où des restaurants, je ne parle pas de fast-food ou de restaurants de collectivité, où on fait 2 ou 3 services. Jamais. Une position très critique de l'Horeca donc, inquiète de voir le gouvernement tenir compte de cette étude américaine.